En fait, rien structurellement me pousse à créer un truc si compliqué, si chiant, si dur, avec l'industrialisation de la R&D, machin, etc. Enfin, tu vois, à part le fait d'avoir envie de faire quelque chose qui compte et que ça a un sens. Et en tout cas, c'est pas financier, c'est pas une question de temps, c'est pas... Donc en fait, c'est ça, c'est ce courage-là dont je parle souvent, c'est-à-dire, tu vois, on a tellement d'énergie perdue. Réfléchissons à ce qui peut avoir un impact sur les choses qu'on a envie d'avoir mieux dans 50 ans. C'est un peu ce truc de quand tu auras 80 ans que tu regarderas en arrière, est-ce que tu pourras être fier de ce que tu as fait? Salut Guillaume. Salut. Comment tu vas? La forme. Ouais, bon, cool. Nickel. Tu es le CEO d'Agricool. Agricool, c'est une boîte qui fait pousser des fraises dans des conteneurs, donc hors sol. Vous avez des chiffres assez incroyables, genre vous faites 60 fois plus de rendement qu'une culture normale, vous avez 30% de plus de vitamine C que dans les autres fruits qui se font pousser dans l'agriculture classique, quoi. Là, vous venez de lever 25 millions d'euros pour accélérer l'industrialisation de votre process. J'aimerais bien revenir sur le tout début de l'aventure. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a motivé avec Gonzague du coup à lancer Agricool? Alors, en fait, nous au tout début, donc on est deux fils d'agriculteurs. C'est même beaucoup plus profond que ça parce que moi je suis petit-fils, beau-fils maintenant, neveu. Enfin, genre tu peux trouver des agriculteurs partout autour de nous. Et Gonzague, c'est pareil. Et du coup, il y a dès le départ, en fait, quand tu as un peu un mindset entrepreneur comme nous. Tu es un peu en train de challenger ce qui se passe au quotidien et tu dis que tu aimerais bien créer une boîte. Tu réfléchis aux sujets qui sont autour de toi et forcément, pour le coup, nous, l'agriculture en faisait partie. Et pour autant, on n'était pas dans un modèle agricole conventionnel. On avait fait notre école de commerce, on avait vécu à Paris, on avait eu envie de changer, trouver quelque chose qui ait de l'impact sur notre génération et sur le futur. Et voilà, il se trouve que nourrir 10 milliards de personnes avec 70% plus de nourriture qu'aujourd'hui, mais sans les problèmes d'aujourd'hui, ça va être un énorme challenge. Et qu'en fait, la distance entre le champ et l'assiette, c'est 1500 km en moyenne, dû au fait que les villes grossissent et que c'est très compliqué d'amener les fruits et légumes dedans. Donc du coup, nous, l'idée, ça a été de dire comment on fait pour produire localement des fruits et légumes au cœur de la ville et rendre ça possible. Pour qu'on ait des fruits et légumes incroyables. Donc c'est comme ça qu'est né Agricool. Mais c'était déjà ça dès le départ? Ouais. Genre dès le départ, vous aviez la vision de on veut produire en ville, on veut faire des containers et tout ça, quoi. Ouais, c'est vraiment de là que naît le truc, en fait, c'est de se dire, en fait, la base, c'est, ok, les fruits et légumes étaient super bons quand on a grandi, on a été habitué à ça. À Paris, dans des villes de cette taille-là, c'est vraiment dégueulasse. Donc moi, je viens de la Côte d'Opale, vers le Touquet, par là. Et Gonzague, c'est en Picardie, Saint-Quentin, enfin bref, au-dessus de Paris, si tu veux. Si tu veux. Je vois. Et en fait, en fait, du coup, ce côté, tu vois, mais je pense que tu n'as pas besoin d'être fils d'agriculteur pour ça, hein, c'est juste que tu vis à la campagne et du coup, tu as des fruits et légumes locaux tous les jours qui, du coup, sont super bons. Et en fait, le problème, c'est que quand tu vis dans une ville comme Paris, le producteur local, ça va être en 3e couronne, s'il veut vendre localement, il ne va pas aller dans Paris. Il va s'arrêter à Versailles. Ouais. Ça sera largement suffisant pour lui. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec plus aucun producteur local dans la ville. Quelques circuits alternatifs, mais il faut sortir du boulot à 15h pour aller chercher ses fruits et légumes, et c'est compliqué. Et du coup, tout le monde va au supermarché du coin, prend des fruits et légumes pas très bons et tout le monde subit. Et en fait, pour ça, si on veut solutionner ça, il faut qu'il y ait, pareil que comme à la campagne, des fruits et légumes qui sont cueillis et vendus le même jour, donc dans la ville. Et donc, il faut trouver un nouveau modèle agricole autour de ça. Et donc, l'idée, c'était de chercher ça. Et le truc, c'est que le container, pour nous, c'était justement une brique de Lego qu'on pouvait poser dans la ville. Et après, à nous de nous débrouiller pour faire ce qu'on voulait dedans. Et donc le job, ça a été de transformer cette brique de Lego en un paradis pour fraises, pour démarrer, parce qu'on avait envie d'avoir des bonnes fraises à Paris et qu'elles n'étaient pas bonnes. Et on a itéré autour de ça en développant toutes les technologies qui ont justement permis d'avoir du rendement, parce que quand tu es dans un terrain si cher que celui que tu peux trouver à Paris, évidemment tu peux pas avoir le même rendement, tu n'as pas les mêmes exigences de rendement que quand tu es au fin fond de la Picardie. Tu dois être un peu plus rentable au mètre carré, sinon ça marche pas.
Et donc il a fallu beaucoup bosser les technos et itérer là-dessus, mais c'est de là que ça démarrait. Ok. T'es arrivé à Paris à quel moment? On a transformé un premier container entre mai et octobre 2015. Mais donc ça c'était en Picardie, c'était chez Gonzague, ouais. Du coup. En gros, pendant 4 mois, on a dormi ensemble, vécu ensemble, dans la cour de la ferme des parents de Gonzague. Trop bien. Vous vous connaissez d'où à la base? Lui, il a fait l'EDEC à Lille et moi j'ai fait l'IESEG. Ok. Et comme deux fils d'agriculteurs, on se retrouvait. Il y a un lien comme ça, une connexion. Il y a un truc bizarre. Non, mais c'est marrant, hein. Je pense que c'est comme les fils de médecins ou autre espèce de truc. Tu te comprends quoi. Ouais, ok. Bah oui, forcément, tu as des valeurs communes. Non, mais après, voilà, on avait plein de potes en commun du coup. Enfin, tu vois, des régions desquelles on venait, voilà, on se connaissait comme ça. Ok. Et donc, tu as passé 4 mois à vivre chez lui et vous avez fait vos premières itérations. Parce qu'à la base, c'était même pas un conteneur, c'était vraiment dans la salle de jeu. Alors, avant même ça, en fait, si je reviens encore plus tôt, le projet, il est né d'une manière assez marrante. C'est qu'en gros, moi, j'étais commercial en pharmacie et je vendais des logiciels de gestion de pharmacie, donc en voiture avec mon petit ordi et tout. Et Gonzague, il faisait la même chose à Lille. Moi, je le faisais à Rouen. Et on se parlait tout le temps au téléphone, donc on s'était vachement rapprochés à ce moment-là, en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'en décembre 2014, je me suis pété l'épaule au ski. Et du coup, j'étais arrêté 1 mois et demi, parce que je pouvais plus conduire. Et donc voilà, au début, j'ai cru que j'allais, tu vois, tranquillou, chiller, regarder des vidéos d'Oussama pendant 3 semaines. Et en fait, résultat, au bout de 48 heures, je me levais plus tôt que. Ce qui n'est pas dur hein, quand tu es commercial. Mais du coup, j'ai commencé à me lever de plus en plus tôt, à bosser sur mes projets, à me dire putain, mais juste, il faut que je recrée une boîte. T'avais quoi en tête à l'époque? Et du coup, voilà, tous ces projets agricoles, potentiels, produire chez soi, tu vois, se créer des mini-serres dans son salon. Tous ces sujets-là sont vachement. J'ai fait le tour de tout ce qui était agricole globalement et innovant pour demain, quoi. Et jusqu'à ce que je me dise putain, mais en fait, il faut absolument travailler un peu le sujet. Donc avec Gonzague, comme je l'avais souvent au téléphone, on a commencé à mettre en effet de la culture de fraises dans un appart pour voir un peu si ça poussait, qu'est-ce qui se passait. Et ça donnait quoi? Il se trouve qu'on a eu des fraises qui étaient bonnes, quoi. Alors très très peu de rendement, mais on a eu des fraises qui étaient bonnes. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que tu vois, il commençait à y avoir tellement de volume d'eau dans les systèmes d'irrigation qu'on pouvait ruiner l'appartement, que ça allait être chaud. C'était déjà de l'hydroponie à l'époque? Ouais. Donc c'était déjà du hors-sol, ouais, et vous avez décidé dès le départ de ne pas mettre de terre, quoi. En fait, on pouvait pas, tu vois, parce qu'on était dans un appart. Tu pouvais pas, ouais. Ensuite, on aurait pu faire un mini potager. Je ne pouvais pas venir avec mes sacs, tu vois, mes bennes de terre chez moi. Ouais. Mais tu vois, au 4e, c'était, vraiment, c'est genre, comment on fait, quoi. Genre aujourd'hui, là maintenant, vas-y, t'as envie de faire un potager là, tu fais quoi, tu vois? Mon réflexe, ce serait de mettre de la terre. En fait, ce serait de mettre un pot de terre et de planter des trucs dedans, tu vois. Ouais. Justement pas de faire de l'hydroponie, quoi. Ouais, mais en fait, on a tout de suite eu c'est vrai, et on a tout de suite eu ce sujet de, en fait, on veut pas le faire parce qu'on a envie de faire un potager de 1 mètre carré dans notre salon qui reste là. On a envie de le faire parce qu'on a envie de voir s'il existe un modèle qui peut produire vraiment des fraises beaucoup et tu vois, dans l'appart ou dans un environnement urbain. Et tout de suite, là, tu vois, le truc de gérer de la terre, de la rentrer, de la sortir, de remplir ton appartement de terre, puis de produire du coup au sol, tu vois, dans un appart, ça me paraissait fou. Du coup, on cherchait déjà à travailler en vertical, contre un mur. Et voilà, et en fait, il y avait déjà des boîtes qui faisaient ça, tu vois, des systèmes d'hydroponie et tout. Du coup, tu trouves les trucs assez facilement, tu achètes le truc sur Internet, tu testes. C'était pas un truc qu'on a dû tous concevoir de zéro. Mais après, rapidement, on s'est dit, non, mais en vrai, il y a un truc qui est marrant, il y a vraiment possibilité d'avoir des fraises qui ont du goût. Il faut qu'on le fasse un peu plus grand pour qu'on s'en rende plus compte. Et c'est là que le container est rentré en jeu, parce qu'il y en avait dans la cour de la ferme des parents de Gonzague pour stocker du matériel et tout. Du coup, c'était un peu le truc, une pièce en plus, quoi, au début. Ouais. Tu te dis, vas-y, j'ai une pièce. Donc, c'était pas le but d'avoir un container à la base, c'est juste qu'il y avait ce truc-là qui était là, quoi. Ouais, c'est une unité isolée, tu vois, que tu peux utiliser. T'es tranquille, t'es pas dans ta chambre en train de faire chier tout le monde. C'est ça, quoi. Et après, mais bon, celui-là, ça a été vraiment la guerre, parce que, en gros, pendant cette première itération-là, dans la cour de la ferme, on n'y était pas, parce qu'on bossait encore en tant que commercial. Et
Et moi, j'avais repris le boulot après mon congé maladie à cause de l'épaule. Hein. Ok. Et du coup, Donc tu bossais en même temps que tu voilà, faisais le conteneur, quoi. En Picardie, tu avais un conteneur qui essayait de tourner, sauf qu'évidemment, il n'y avait aucune techno pour le contrôler à distance ou quoi que ce soit. Oui, forcément. Du coup, on y allait, on allait voir si c'était encore en vie une fois toutes les semaines et tout, c'était l'enfer. Mais bon, on a quand même réussi à prouver 2-3 trucs, à montrer qu'on était capable d'avoir des fraises qui étaient bonnes. Et donc à ce moment-là, on s'est dit non, mais vas-y, en vrai, on coupe, on lâche nos jobs, on fait mai-octobre, on essaye d'en faire un à 200%, genre trop bien. On le pose à Paris, on voit ce que ça donne, et soit ça s'arrête, parce que tout le monde s'en fout, les gens disent qu'est-ce que vous avez foutu avec votre container dans Paris, on rentre à la maison. Ou alors on arrive à montrer que justement il y a un truc qui est possible, il y a un changement un peu radical qui existe. Et à ce moment-là, on verra où ça nous mène, quoi. Ok. Cette décision de se mettre en danger en quittant ton job et tout, c'est un truc qui est commun à tous les gens que j'ai interviewés jusqu'à maintenant. Ça s'est passé comment, toi? C'était assez facile pour nous, honnêtement. Ouais, j'ai souvent eu cette réflexion, parce que tu sais, t'as pas mal de monde à ce moment-là qui dit putain, le courage et tout. Et tu parles de courage hyper régulièrement. Genre dans toutes les vidéos que j'ai pu voir de toi, tu as toujours un moment où tu dis ce qui est important, c'est le courage et en fait, d'oser. moi, ce que je trouve qui est important, c'est le courage de faire des choses difficiles. Souvent, je dis ça, parce que des choses qui comptent pour l'avenir, etc. Parce qu'en fait, c'est toujours tentant. Dire, moi, aujourd'hui, je pourrais faire une boîte beaucoup plus facile qu'Agricool, qui génère du cash super facilement, qui me laisse du temps. Enfin, en fait, rien structurellement me pousse à créer un truc si compliqué, si chiant, si dur, avec l'industrialisation de la R&D, machin, etc. Enfin, tu vois, à part le fait d'avoir envie de faire quelque chose qui compte et que c'est un sens. Et en tout cas, c'est pas financier, c'est pas une question de temps, c'est pas. Donc en fait, c'est ça, c'est ce courage-là dont je parle souvent. C'est-à-dire, tu vois, on a tellement d'énergie perdue. Réfléchissons à ce qui peut avoir un impact sur les choses qu'on a envie d'avoir mieux dans 50 ans. C'est un peu ce truc de quand tu auras 80 ans que tu regarderas en arrière, est-ce que tu pourras être fier de ce que tu as fait, tu vois. Donc ce côté-là, j'y compte. Enfin, tu vois, c'est hyper important pour moi. Mais par contre, à ce moment-là, le courage, pas vraiment, parce que donc au moment où on a lâché notre job, déjà la première chose, c'est que je me faisais chier mais à mourir. Donc en gros, c'était une libération. Le deuxième, c'est que j'ai fait 2 ans ce job. La première année, c'était la lutte, mais la deuxième année, j'ai super bien gagné ma vie. En fait, c'est un truc où j'étais 100% variable. Et la deuxième année, j'ai un peu craqué le truc et j'ai super bien gagné ma vie. Donc j'ai mis de l'argent de côté. Donc du coup, tu vois, c'était pas grand chose, mais j'avais peut-être 20 000 euros à mettre dans le projet. Bon après, c'est 20 000 euros que je mettais pas pour me faire plaisir, mais en tout cas, j'ai pas l'impression de me saigner. Ouais. Ah, tu vois, j'ai pas eu l'impression de me saigner et tout. Ouais. Le troisième truc, c'est que tu as quand même le chômage. Quand tu crées une boîte comme ça en France, c'est assez cool si tu arrives à obtenir le chômage en tout cas, mais généralement tu peux. Et du coup, ça t'aide quand même, c'est quand même le meilleur accélérateur de start-up en France. Donc financièrement, bon, j'avais très peu de besoins aussi. Puis bon, j'ai dormi au bureau pendant 2 ans, enfin j'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent. Mais du coup, j'ai pas eu l'impression de me saigner financièrement. Et au niveau du temps, bah, tu vois, le courage, en donner tout son temps, etc., c'est quelque chose dont j'avais besoin en fait. Donc en fait, le courage pour moi, ça aurait été de rester commercial. Et franchement, quand j'ai réfléchi, moi je pense que le courage, ça aurait été de dire non, mais c'est quand même mieux pour mon couple, pour mes amis, pour ma famille, que je me stabilise, que je gagne correctement ma vie. Ça aurait été courageux. Ça aurait été le courage, tu vois. Okay. C'est le courage pour les gens autour de moi, tu vois. C'est ça. Et en fait, l'abnégation, quoi. Voilà. Alors que non, moi, ce que j'avais besoin et ce qui bouillait, tu vois, en moi, c'était de faire ça. Et ça allait mettre en risque potentiellement mes potes que je risquais de plus voir. Ma copine de l'époque, ma femme, où je me disais, est-ce que je vais avoir suffisamment de temps? Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que enfin, au final, tu vois, c'est plus ça le truc. Mais moi, personnellement, si tu me mettais tout seul dans un truc, Tu savais. Ouais. Il fallait le faire. Ouais, voilà. Et pour Gonzague, c'était pareil. Et puis en plus, encore une fois, j'avais pas de risque. C'est-à-dire qu'en octobre, ça se passait pas bien, je revenais. Bon, j'avais dépensé ça, mais j'ai l'impression que j'aurais dépensé ça comme si j'avais été faire un tour du monde, tu vois. Oui, en fait, ça m'aurait fait plaisir, je me serais marré, et voilà. Et j'aurais repris autre chose, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas senti de risque. Et Gonzague, c'était pareil. On a vraiment beaucoup discuté de ça. Pour nous,
Ouais. C'est vrai que je me dis parfois, pour des gens pour qui c'est ultra courageux de faire ce pas, ça va être plus difficile, quoi. Parce que du coup, moi, j'ai pas du tout eu cette... Il n'y a pas eu de barrière en fait, Non. c'était juste la suite logique des choses et... Ouais, non, c'est clair. Et après, non, moi, je trouve que le courage, il est plus complexe que ça, quoi. C'est plutôt, ouais, déjà, dans quoi tu crées, ce que je disais tout à l'heure, donc, avoir le courage de faire des choses qui comptent, et même si c'est plus compliqué. Et puis après, le courage, c'est plutôt d'être capable de persister si tu es sûr de quelque chose, que tu as une intuition profonde, mais que tout te pousse à ce que ça soit pas le cas, enfin, à ce que ça soit pas la stratégie que tu as envie de prendre, tu vois. J'ai pas d'exemple précis comme ça, mais tu vois, typiquement, nous, on va pousser initialement, on pousse quand même un modèle où, ouais, on va produire sous des LED, et on est persuadé que ça a un impact positif très fort à long terme, que ce soit écologique, au niveau du goût des fruits et légumes, au niveau du côté sain, etc. Mais au départ, tout nous prouve le contraire. Genre, quelqu'un nous regarde, il nous dit, attends, là, tu mets des LED, j'ai pas encore goûté tes fruits, ils, à mon avis, vont être dégueulasses. Ouais. Oui, le réflexe des gens, c'est ça. À mon avis, ils vont être mauvais. Et toi, je sais pas comment tu fais tes trucs, ça a l'air d'être du médicament, il se passe quoi? Et donc toi, tu fais, je comprends ton point en fait, parce que quand je me regarde dans le miroir, mais je suis persuadé que je vois pas pourquoi en fait ça marcherait pas. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de produire du coup à la fois intensément, mais en utilisant des énergies renouvelables, parce qu'on est juste une connexion électrique. Je vois pas pourquoi on utiliserait plus d'eau alors que c'est un circuit fermé, donc on peut utiliser moins d'eau. Le goût, là ça a été assez fort chez nous, mais le goût et le côté sain, en fait ça a été un positionnement juste scientifique, quoi. Alors on n'est pas scientifique au sens premier du terme, mais en tout cas pragmatiquement, je pense qu'on l'est. C'est-à-dire de dire, mais en fait c'est de la science, c'est-à-dire que c'est une équation qui fait que tu apportes certaines conditions, tu as une équation de photosynthèse, il y a des fruits. Si les conditions idéales sont données, le fruit est bon. Si les conditions idéales sont pas données, le fruit est pas bon. Mais il n'y a pas un truc de genre t'as donné de l'eau au lieu de la terre, du coup non, tu vois, pour moi la terre c'est juste qu'elle donne les bons éléments, mais si tu détermines exactement ce que sont ces éléments, tu dois pouvoir les fournir autrement. Enfin, tu vois, c'était une démarche assez scientifique et on était persuadés que ça serait possible. Mais ouais, tu vois, typiquement, continue à pousser tous les jours quand en effet tu as une bonne moitié des gens autour de toi qui se demandent ce que tu fais. Ça, c'est plutôt une forme de courage, en effet, mais elle est autre que celle qui est le courage financier ou de se lancer, quoi. Mais ça aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, quelqu'un vient te voir et te dit tes fraises, je pense qu'elles sont non, dégueulasses c'est parce toujours qu'il le n'a cas. pas goûté. Non, mais il y en a toujours, mais tu sais maintenant, toi. Non, et c'est juste plus les mêmes. Ils ont changé, en fait. C'est qui maintenant? Non, enfin, ici, je pense que c'est toujours les mêmes, mais ils changent d'argument. J'ai fait c'était très drôle. En fait, là, on a fait un off-site avec toute l'équipe et j'ai fait une espèce de timeline que j'ai appelée la timeline des losers, tu vois. Et donc, ça a commencé initialement en 2015, c'était elles seront pas bonnes. Donc, tu avais vraiment ça, genre impossible pour vous des fraises qui sont bonnes. Ensuite, ensuite, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu vous aurez pas de rendement. Ouais, j'ai goûté, elles sont bonnes. Bon, c'est un truc de bobo, quoi. Vous aurez 3 fraises et c'est parce qu'il y en avait 3 fraises qu'elles étaient bonnes, tu vois. Mais si tu faisais vraiment un truc complet avec du rendement, t'auras pas de goût, quoi. On a eu du rendement. Là, il y a plein de gens qui s'amusent à dire, qui disent, ouais, alors vous avez du goût, vous avez du rendement. Par contre, vous avez de l'industrialisation, vous avez de la R&D, vous grossirez jamais aussi vite qu'une start-up, tu vois, SaaS, classique, qui peut décupler, etc. Donc nous, là, on vient de lever nos 25 millions et on a 2 ans pour montrer qu'on est capable de faire, tu vois, x10 par an, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde. Comme la majorité des gens. Qu'on avait comme des boîtes, tu vois, un peu admirées sur ces sujets en SaaS, par exemple. Et que en fait, si, c'est possible. Et derrière, je sais très bien ce qu'il y aura. L'étape d'après sera, ouais, mais vous n'êtes pas profitable. Et donc après, donc je mettais ça sur le graphe. Après, ça va être, vous n'êtes pas profitable, donc tu vas prouver que tu es capable d'être profitable.
Et 2 ans après, ces mêmes personnes diront ouais, t'as vu Agricool, je les suis depuis toujours, franchement, ils sont trop stylés. Ouais. Tu vois, c'est ceux qui vont dire ça. Ou alors ils vont te le dire même à toi, ils vont te dire ah, franchement, Agricool, moi je vous ai toujours suivi, j'ai toujours été passionné par ce que vous faites. Et toi, tu vas dire juste merci. Tu sauras très bien qu'avant, il y avait tout ça, mais tu t'en fous. Et, c'est un moteur, ça? Ou t'as l'air d'en rire? Ah ouais, j'en ris beaucoup. En fait, en plus, c'est assez méchant quand je dis loser, parce que c'est juste un peu pour provoquer le truc. La réalité, c'est que c'est normal c'est juste la réflexion instinctive de quelqu'un qui voit le modèle passer et qui reste, tu vois, qui se challenge pas, quoi. C'est juste ça. C'est-à-dire que quand je vois le truc et je me dis ah ça va pas être bon, c'est juste j'ai envie de dire ça va pas être bon, j'ai pas envie de me challenger. Je sais pas en fait, enfin, j'ai pas été demandé ce qu'on mettait, pourquoi, quelles étaient les conditions avant de dire ça, je le dis instinctivement. Quand je dis ça va pas grossir assez vite, c'est juste que j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait de la R&D, de l'indus, j'ai fait c'est tombé. Mais j'ai pas été comprendre si les mecs en industrialisation ils avaient pas transformé le modèle et que machin, tu vois. Donc c'est toujours cette réaction un peu pleine de certitude du début de quelqu'un qui n'a pas envie d'aller dans le détail. Après, moi je suis sûr que j'ai cette réaction-là sur plein de trucs dans mon quotidien, tu vois. Tu peux pas aller dans le détail sur tout ce que tu fais. Oui, forcément. Donc voilà, mais en tout cas c'est un bon moyen. Je sais pas si ça me nourrit, mais je pense que c'est un bon moyen pour voir ce que tu dois faire. Aussi en termes de focus, pas forcément de focus de boîte, parce que tu réagis pas uniquement aux gens qui te critiquent, mais ça te permet d'avoir le bon signal des dangers principaux quand même qui te guettent et que tu dois être capable de gérer à ta manière en lisant entre les lignes, mais pas du tout à la manière qui est exposée généralement. Tu vois, si on te dit ça va pas être bon, que t'écoutes ces personnes-là, elles vont te dire bah mets du soleil et mets de la terre. Bon bah en fait c'est pas ça la solution. La solution c'est de se concentrer pour apporter l'ensemble des conditions à la plante, etc. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut se concentrer sur le fait que ça soit bon, tu vois. Faut pas dire ils pensent que ça va pas être bon, je m'en fous, je fais pas ça. T'as besoin de quand même résoudre ce problème. Parce que les gens viennent avec des solutions qui sont objectivement pas les bonnes. Non, mais généralement le signal. Mais tu comprends les besoins derrière, quoi. Ouais, voilà, exactement. Les attentes en tout cas. Tu vois, c'est logique que des gens aujourd'hui se disent on va pas grossir vite parce que on a de l'indus, machin, etc. Enfin, c'est les cas Tesla, c'est les cas compliqués, quoi. Et donc c'est logique. Maintenant, est-ce que c'est pour cette raison on va pas le faire? Bah non, moi j'adore. Tu vois, j'adore intellectuellement le genre de challenge, ce genre de challenge, ça me fait trop marrer et je me dis je suis sûr qu'on va y arriver, quoi. Chaque fois, on a réussi à passer le truc, donc on continuera, quoi. Parce que vous avez 2 gros challenges du coup qui sont la production en soi, quoi, mais aussi amener les gens à croire en votre mission et créer le mouvement qu'il y a derrière, quoi. Vous n'êtes pas juste dans votre coin à faire de la R&D et il y a cette mission de convaincre les gens que c'est possible aussi. Ouais. C'est un truc que tu portes toi. C'est hyper important, mais en fait, tu vois, cette mission, cette vision, elle est complètement authentique, vraie, c'est celle qui nous a fait créer la boîte, etc. Maintenant, tu pourrais te dire, bon, elle sert à quoi dans le sens où est-ce que j'utiliserais pas mieux mon temps, moi par exemple CEO, à passer plutôt un tiers de mon temps, le tiers de mon temps que j'utilise à justement diffuser cette vision, à l'utiliser pour industrialiser mieux, améliorer la recette des fraises, tu vois, travailler avec l'équipe sur les sujets, etc. Et en fait, ce que je pense qui est vraiment important dans le fait de transmettre cette mission et cette vision, c'est que justement, ce qu'on fait, c'est dur, c'est long, et ça doit emmener beaucoup de monde. Et pas que les salariés. Tu as les salariés qui doivent surpasser ce qu'ils font, surpasser toutes les certitudes que tout l'écosystème général leur envoie en permanence. Les mecs se battent dans la rue à des dîners, on va leur dire mais t'es sûr, tu crois que ça va un jour ressembler à quelque chose, est-ce que c'est profitable, tu te rends pas compte. Donc eux ils se prennent forcément tout ça. S'il n'y a pas en interne une espèce de force, tu vois, de mais si, crois au truc parce que regarde, voilà pourquoi on peut y arriver. Juste c'est un combat long terme, c'est normal que les gens ils comprennent pas forcément à première vue le truc, etc. Si t'as pas cette vision qui est transmise en permanence, c'est hyper dur de se mettre dans le quotidien et d'inventer des technos qui n'ont jamais existé. Tu te penses même pas capable de le faire pour justement être capable de surpasser ce que tu es en train de construire. Et bon, c'est pareil en interne, mais c'est pareil partout. Un consommateur,
aujourd'hui qui achète des fraises Agricool va acheter une barquette de fraises 4,50 € chez Monoprix par exemple, c'est plus cher qu'une barquette de fraises conventionnelle. Ça apporte plus de valeur parce qu'en effet elles sont meilleures et qu'elles sont saines, mais tu as quand même un aspect où tu vas devoir payer plus cher. Au final, si on transmet cette vision, c'est pas pour vendre plus cher, c'est juste qu'on peut pas produire moins cher parce qu'on est en train de développer cette technologie, on est en train de développer tout ça et on n'est pas profitable. Donc, parce que de toute façon, l'objectif d'être distribué chez Monoprix, qui est un truc assez récent, je suppose que c'est pas de faire du chiffre et. Non, et c'est justement d'emmener un maximum de monde dans ce mouvement pour que ce mouvement devienne gros, qu'Agricool puisse continuer à grandir, à distribuer toujours plus de fraises. Et en effet, on ne vend pas le plus cher qu'on peut pour essayer de faire de la marge. Aujourd'hui, on en est très très loin. Évidemment, on perd de l'argent. Donc, on n'est pas dans ce mouvement-là. Mais au contraire, quand les gens vont acheter une barquette de fraises aujourd'hui Agricool, il y a presque un don de je veux construire ces modèles Agricool je veux construire ces modèles de future food avec Agricool et je soutiens le mouvement. Je ne sais plus comment il s'appelle, le CEO de Guardian, tu sais, Simpson, un truc comme ça, qui est assez connu pour avoir complètement transformé The Guardian, qui perdait 90 millions par an. Aujourd'hui, ils sont profitables, et en 3 ans. Et ça a été fait notamment en disant on ne va pas passer au modèle genre paywall où les mecs payent sinon ils ne voient pas le bout de l'article. Mais à la fin de chaque article, comme Wikipédia, si vous soutenez notre vision du journalisme, donnez quoi. Et en fait, ils sont devenus profitables comme ça. Ça prouve à quel point, quand tu emmènes une vision forte, et donc c'est ce qu'ils faisaient en disant le journalisme pour nous ça doit être ça, on doit le faire bien et on va tous le faire à fond et tout. Et ben ça a été soutenu par juste l'opinion publique qui a dit mais oui, moi j'ai envie que ça soit ce journalisme-là demain et en fait je m'en fous, donc je vais donner un petit peu, il y en a qui donnent plus, d'autres qui donnent moins. Je trouvais ça assez marrant, je trouve ça assez inspirant comme modèle parce que finalement cette vision elle se transmet chez le client de putain mais oui en fait moi j'ai envie de participer à ça et je pense qu'à long terme c'est ça qu'on doit construire. Et donc moi, pareil, j'ai besoin d'envoyer ça aux consommateurs parce que j'ai besoin des consommateurs pour justement qu'ils soutiennent le mouvement et qu'on construise. Et si on fait ça, et si le consommateur fait ça, dans 10 ans, on aura des fraises Agricool-like à 2 € partout. Et ça doit passer par là. Et tout, bon, je te passe les détails de l'industriel qui doit te faire confiance avec des contrats à plusieurs, à 10 millions alors que tu es une start-up. Les fonds qui doivent te financer alors que tu as de la R&D, ça va sur tout le spectre. Ouais. Tu es obligé d'emmener tout le monde. Ouais. Donc, mais la ça vision, passe du coup, par un message public, du coup. Ouais, du coup, la vision, tu vois, c'est. Parce que tu pourrais le faire qu'en one-to-one avec justement ces acteurs-là, tu vois. Tu le fais partout, quoi. Tu le fais tout le temps, en fait. Ouais. Tu le fais avec où t'es, peu importe où t'es, quoi. Dans un meeting en one-one avec un salarié, avec un fournisseur, en public, dans les médias. Après, ça se construit, ça se subit pas, hein, mais c'est hyper important de faire passer ce message. Et d'ailleurs, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas du tout encore assez bon et qui est vraiment un des objectifs aussi cette année pour moi, par exemple, c'est d'être beaucoup plus présent dans le débat du futur de l'alimentation. Et de porter une voix finalement positive, un peu juste tech for good, tu vois, sur le côté alimentation, qui aujourd'hui est, en tout cas de notre côté, où on est peu présent et on est un peu travaillé dans l'ombre. Parce qu'un des trucs que vous avez fait pour ça, c'est qu'à la base vous vous appeliez local. Ouais. Local, c'était la raison pour laquelle vous avez changé. Vous êtes devenu Agricool avec un peu d'aide de The Family et tout ça. Bien sûr. Vous avez pris conscience de l'importance de la marque à ce moment-là ? Alors bon, le naming, dans tous les cas, en effet, on était une marque de fruits et légumes dès le départ. Donc, même quand on n'avait pas de fruits et légumes, je ne me rendais pas encore. Au début, c'était juste des conteneurs. Donc, en fait, ça a tout de suite été cette vision très claire. En fait, on a commencé par une vision chez Agricool, pas par un. C'est vraiment une vision en premier, quoi, une mission. Et donc, le nom était plutôt le nom d'une mission, avant d'être une marque, un produit.
Et donc, en effet, ça avec Alice notamment, on a beaucoup bossé le sujet. Donc, j'ai adoré cette méthode The Family du manifesto initial, quoi. C'est vous êtes qui, vous voulez faire quoi, un peu le start with why, mais et donc on a fait ça. Et donc en effet, il était hyper important de changer de nom et d'avoir un nom clair pour cette mission. Et après, ça s'est transféré vers, en effet, il faut que ce soit vraiment la marque des fruits et légumes qu'on va créer. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment quelque chose que je porte comme ça, quoi. C'est que, tu vois, à la limite, je sais pas si demain, on sera toujours, je sais même pas si dans 5 ans, on sera toujours dans des conteneurs, si on fera toujours des fraises. En fait, la réalité, c'est qu'on est comme toute start-up dans un monde hyper mouvant. Le seul truc que je sais, c'est que que tout le monde veut manger des meilleurs fruits et légumes. Enfin, c'est un truc, tu vois, je pense que ça m'étonnerait qu'on me dise l'inverse. Plus sain. Peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie. Puis c'est une grosse tendance, quoi. Ouais, je pense que tout le monde, si c'est au même prix. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. Plus sain, meilleur et avec un meilleur impact carbone. Et du coup, Agricool doit représenter ça avec de l'optimisme et tu vois, un mouvement porté par justement l'innovation et la tech et la transformation, tu vois. Et donc c'est une marque de fruits et légumes qui emporte tout ça. Mais derrière, le moyen de produire et tout, c'est juste que pour l'instant, nous, on a trouvé un super moyen qui est notre container qui fait des fraises, on trouve ça super cool et ça marche trop bien. Demain, c'est un autre moyen pour un autre fruit et légumes, peu importe en fait, ce qu'on veut, c'est porter la plus belle marque de fruits et légumes pour les prochaines années qui emmène toute cette mission et cette vision de on doit manger mieux et on doit trouver des moyens, quoi. Et donc tu es une marque de fruits et légumes, pas ouais. Une marque de tech. Non. Pas du tout. Non, complètement. Et c'est juste qu'après, ça c'est la culture de la boîte. En effet, on a dû, pour créer cette marque de fruits et légumes qui du coup se retrouve dans la bouche des consommateurs, remonter beaucoup plus haut la chaîne qu'on l'avait imaginé en fait. Parce que comme on a créé par mission, on a fait ce premier container, on l'a posé, on a eu un peu de fraises dedans, on a fait ok trop cool, on a avancé, on a eu un peu de fond, puis après on s'est dit en fait c'est cool mais il n'y a juste pas de rendement. Donc au moment où les gens disaient en fait elles sont bonnes mais il n'y a pas de rendement, nous on s'est dit il n'y a pas de rendement. Comment on fait ? Il va falloir faire de la R&D en fait, parce qu'on pensait que ça allait marcher tout seul, mais ça ne marche pas tout seul. Donc là, on a recruté des agros, des ingés, machin, etc. Aujourd'hui, il y a 45 personnes en R&D, tu vois, chez Agricool. Ça, c'est assez incroyable. Genre de vendeur en pharmacie, de commercial en pharmacie, à recruter des ingénieurs agronomes. Comment t'as fait cette transition-là ? Genre, comment t'as appris ? En fait, le truc déjà, ça c'est, je pense que... tu vois, avec tout ce que tu fais, ce que vous faites à The Family, vous le voyez, vous le transmettez super bien, mais à partir du moment où tu fais ton produit initialement toi, même si c'est pourri, tu t'es suffisamment trituré le cerveau pour être capable de parler avec les gens, quoi. Tu vois, et donc il faut quand même se mettre dans le mindset de quand on a recruté notre premier agronome et notre premier ingénieur, c'était en janvier 2016. Entre mai et octobre 2015, on allait tous les jours chez Bricoman pour acheter des pièces pour notre conteneur et se démerder. Je pense qu'on l'a démonté 6 fois avant de réussir à faire un truc qui voulait dire quelque chose, tu vois. Au début, c'était un carnage, tu vois. Mais vous avez montré que c'était possible. Tu vois, dans le coup d'état, on peut le dire, je peux pas le dire n'importe où, mais initialement... le premier container, on mettait des seaux d'eau sur le piquet de terre pour pas qu'il saute, tu vois. Ah ouais. Sinon il sautait, tu vois, il n'y avait pas assez de conduction. Ouais. On a appris l'électricité, on a appris... et en fait, du coup, tu parles à un mec, tu as l'impression que tout est limpide pour lui, tu comprends ce qu'il dit, parce que tu vois, nous, en fait, on faisait des exercices. Donc, on faisait... tu vois, tu recrutes un ingénieur, le premier ingénieur. Tu lui dis, nous on a fait ce container, voilà tout ce qu'on veut faire, voilà tout ce qu'on a essayé de faire. Tu ferais quoi, toi ? Et tu lui envoies l'exo direct. Ok. Donc, et
Et tu te retrouves avec des exos qui arrivent, mais tu vois tout de suite celui qui est extraordinaire, celui qui l'est pas, quoi. Et on a reçu notamment celui de aujourd'hui notre CTO qui est Guillaume normalement, mais William. Oui, parce que vous appuyez tous Guillaume du coup. Il nous envoie un exo de je sais plus, 15 pages, tu vois, tout millimétré avec tous les calculs pour le concevoir, tous les calculs de gestion thermique, des équations partout, etc. Tout est propre. Oh putain, ça a l'air d'être fou, quoi. Et donc tu le rencontres et t'as tout de suite un fit, mais tu vois, techniquement. T'es incapable de dire si ce qu'il a fait. T'es incapable de dire si son équation est bonne, mais quand tu discutes avec lui, étant donné que t'as mis 4-5 mois, toi, à le faire tout seul et à galérer, t'es capable de comprendre un minimum. Et tu te rends surtout compte qu'il a 10 ans, enfin, tu vois, qu'il a une avance sur toi qui est juste monstrueuse. Et donc, franchement, moi je trouve que. Je trouve que c'est assez difficile de se rendre compte quand on est inapte du niveau pas mal de quelqu'un. Tu vois, genre le pas mal du moyen, c'est hyper dur de trouver. Donc, tu vois, c'est quand tu es vraiment bon que tu arrives à te dire. Lui il est pas mal, lui il est moyen, lui il est nul. Mais le niveau extraordinaire, franchement, il se trouve même quand tu es inapte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas à un dîner, tu connais rien d'intelligence artificielle et tu parles avec un mec qui te paraît mais stratosphérique, genre complètement dans son monde. Avec des trucs incroyables qu'il a fait, il te raconte des trucs et tout. Tu dis, c'est pas possible d'inventer tout ça. Et en fait, tu arrives quand même à sortir en disant, lui, je sais pas ce qu'il a, mais il y a un côté complètement extraordinaire dans ce truc. Et en fait, initialement, tu as besoin de profils qui sont. C'est vraiment le mot, quoi, extraordinaire. Ouais. Et parfois, ça fait des vagues et tout, mais t'es obligé d'avoir ça, quoi. Tu peux pas avoir tu peux pas avoir juste la personne classique qui a un peu bossé dans le conseil, après qui va venir, tu vois. Il faut que tu aies au début ce truc un peu fou de profil complètement incroyable qui t'impressionne. Et après, par contre, il faut structurer ça. Et du coup, j'ai rien contre les gens dans le conseil parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de personnes qu'on structure la boîte. Mais toi, tout au début, l'extraordinaire a beaucoup aidé. C'est un truc qui me frappe, c'est que ton métier de CEO, il a dû changer un certain nombre de fois quand même depuis 4 ans. C'est quoi les grandes étapes, tu crois ? Franchement, c'est assez classique par rapport à ce que tu peux lire et tout. De l'article là, de Paul Graham, là, de Second Job of a Startup CEO, je crois. C'est mon article phare sur ce sujet. D'accord. Mais donc en gros, tu commences par la création du produit, où vraiment tu construis un conteneur, quoi. Ensuite, tu commences à recruter des premières personnes, etc. Et donc là, tu te retrouves dans la situation où tu laisses les autres construire le produit. Donc tu laisses les ingés, les agros bosser, etc. Et toi, en fait, tu fais office manager. Okay. Tu as toute une période pendant laquelle c'est ça. Tu as besoin de papier, ok, tu as besoin d'un tableau, ok, tu as besoin d'un ordi. Enfin, tu commences à faire que des trucs de merde et tout, mais tu fais tous ces trucs-là parce que sinon, tu veux surtout pas laisser un ingé le faire, tu vois. Parce que tu dis, putain, mais gagne du temps sur ta roadmap, tu vois. Enfin, voilà. Donc tu fais toutes les merdes. Jusqu'à un moment où tu te dises, non, mais là, je suis en train de perdre le contrôle sur la boîte. Et en fait, là, c'est là où le moment où tu recrutes justement des gens pour faire tous les jobs que tu faisais, les petits trucs. Tu recrutes office manager, tu recrutes plein de supports, du support, etc. pour structurer l'organisation. Donc là, tu commences à faire la structuration de la performance, un kick-off le lundi, un minimum de one-one régulier avec les gens, d'OKR, tu vois, pour que la boîte ait un minimum d'objectifs. Tu commences à construire l'organisation. Après, c'est là qu'arrivent les middle managers. Je trouve que c'était autour de peut-être 20 personnes. Tu vois, là, tu te dis, en fait, tout le monde en direct, ça marche plus. Donc, il faut des middle managers. Donc, en fait, il faut être capable de transmettre ça, construire un modèle qui scale le management, qui fonctionne. Comment tu transmets ça ? Franchement, ça dépend. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que nous, on a fait toutes les conneries comme tout le monde, comme beaucoup, je pense. Et donc, en gros,
ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a plein de gens dans la boîte qui n'allaient pas. Donc des gens qui se fightaient, des gens qui n'avaient pas du tout la bonne culture et tout. Donc tu as le premier indice, puis tu le laisses passer, tu en as un deuxième, tu le laisses passer, le troisième, tu fais commence à être bizarre ce truc, tu commences à tirer sur le truc, tu fais, oh putain, mais en fait les mecs se fight, ils peuvent plus se voir, ils sont à l'autre bout d'un bureau, etc. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu tires à la pelote de laine comme ça pendant je sais pas combien de temps, pendant 48 heures, mais tout le temps. Et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est des personnes qui ont été recrutées, mais pas du tout avec le filtre culturel que toi t'avais, que pendant la période d'essai, en fait, on faisait exactement ce que toi t'avais fait comme erreur au début, c'est-à-dire non, mais ça va aller, c'est vrai que culturellement c'est pas ça, mais je pense qu'il va changer et tout. Le one doubt, no doubt, les trucs que toi tu t'es dit et tout, ils sont pas trop transmis. Sauf que, encore une fois, ça fait la même erreur que toi t'avais faite, mais sauf que quand toi tu l'as fait sur une personne et que ça a pu se gérer, là il y a plein de gens. Et du coup, on avait dû, donc, je ne sais plus exactement quand c'est parce que j'ai aucune mémoire des dates, mais peut-être au printemps 2016, un truc comme ça, ou mi-2016, on a dû sortir 6 personnes d'un coup, je crois. Faire, ok, bon, là on s'est planté. Reprendre tous les middle managers, leur expliquer vraiment ce qu'on attendait en termes de culture, écrire le manifesto de culture de la boîte, donc les valeurs de la boîte. Que vous n'aviez pas non, on avait un manifesto de mission, quoi. Mais les valeurs de la boîte qui sont importantes pour nous et qui font qu'en fait, si t'as pas ça, ça pète, pour que justement dans les recrutements suivants, ça fonctionne mieux. C'est quoi chez vous? C'est l'humilité? Alors ouais, donc il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est la mission. Donc c'est être hyper mission driven, passionné. C'est vraiment tout ce côté. On travaille pour la mission. Ensuite, il y a un côté, il y a une valeur qui s'appelle Excelsior, donc qui est, c'est là-dedans qu'on met la notion d'humilité. Tu vois, c'est humble overachiever. C'est ce côté avec humilité, tout le temps se remettre en question et être capable d'apprendre de zéro, sans certitude, etc. D'ailleurs, du coup, la troisième valeur qui est hyper importante pour nous, c'est shake conventions, quoi. Enfin, c'est les certitudes. Les certitudes. Supprimer les certitudes, les conventions établies, etc. Donc, on l'a à la fois. C'est marrant parce qu'au début, c'était vraiment un truc qui était une valeur de mission, c'est-à-dire qu'on a toujours été obligé, nous, par Agricool, de supprimer les certitudes des gens, tu vois. Et en fait, ça s'est transformé dans notre manifesto comme shake all certitudes, quoi. On parle d'équipe. Ouais. Comment ça s'est passé le départ de Gonzague? Parce que du coup, ton cofondateur est parti il y a quelques mois maintenant. Ouais. C'est quoi la différence entre vous deux qui fait que lui est parti et que toi t'es resté? Alors en fait, c'est hyper intéressant. Donc, c'est vrai que Gonzague il est parti au mois de juin. Donc en fait, quand on a créé la boîte ensemble, la première chose, c'est qu'on discutait toujours énormément. Et, moi, j'ai eu ce congé maladie là. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Du coup, j'ai eu cette idée notamment de boîte. Et je me souviens qu'on était allé à un congrès de notre boîte de pharmacie. Là, on avait fait pas mal la teuf. Et voilà, et on avait discuté à la fin de la soirée et tout. Et il n'était pas du tout convaincu par le truc initialement, mais moi je voulais qu'il me rejoigne. Et il a mis un peu du temps à mûrir le truc, mais au fur et à mesure, il disait en fait, c'est quand même vraiment pas mal. Avant vous ayez commencé ou... Ouais, genre en fait à ce moment-là, tu vois, parce que c'était un peu le moment où c'était en janvier 2015, tu vois. Ok. Quand on travaillait encore dans cette boîte. Et finalement, il a rejoint le truc. Mais naturellement, il y a quand même initialement, et c'est comme ça, c'est la logique des choses, il était complètement convaincu par la vision initialement, mais ça reste, tu vois, la vision, j'ai pu la porter initialement avec lui, mais c'était plutôt de moi que ça venait, donc j'ai naturellement pris un rôle de CEO quand lui a plus pris un rôle de ce pourquoi il est venu dans la boîte, c'est-à-dire construire le container, parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que je peux pas poser une barre à rideau, tu vois, donc un container, laisse tomber. Quand j'ai dit ça à ma copine à ce moment-là, genre j'ai créé une boîte, on va construire un conteneur, on va produire des fraises dedans et de la tech et tout. Elle m'a fait non, mais arrête tes conneries, t'as même pas été capable de poser les barres à rideau. Et j'ai fait non, mais j'ai contacté Gonzague. Ah, ok. C'est Parce bon. que Gonzague, en effet, c'était le mec, tu vois, il avait fait le 4L Trophy, t'avais démonté ta 4L, il a remonté tout seul, enfin tu vois, il pouvait faire tout ça. Et donc, initialement, donc voilà, il rejoint la boîte pour ça. Pour aider technologiquement la boîte.
Maintenant, c'est un profil complètement touche à tout, tu vois. Pas ingé, pas agro, juste hyper curieux, super smart et capable d'apprendre très vite, tu vois, très hacker. Genre, il peut apprendre autant à démonter une caisse qu'à la remonter que, tu vois, à coder ou à bosser sur un projet agro, tu vois. Et donc c'était génial parce qu'on a fait tout ce premier container. J'aurais jamais pu le faire avec quelqu'un d'autre que lui parce qu'il y a de l'agro, de l'ingé, du soft, enfin il fallait tout faire quoi. Donc on regardait YouTube, on apprenait et lui il m'aidait vachement parce que j'étais incapable de faire ça tout seul. On a fait tout ça et simplement le truc c'est que progressivement du coup on a recruté des ingés, des agros, des malades et tout, donc on a genre 45 personnes. Et en fait progressivement la boîte est devenue tu vois, hyper mature technologiquement. Et lui a eu énormément en fait, a transmis énormément de choses à l'équipe en termes de prise de recul, tu vois, apprendre à manager à tous ces ingénieurs initiaux complètement extraordinaires mais un peu farfelus et tout, à se structurer, à prendre du recul justement sur toutes les décisions qu'il prenait, etc. À tel point qu'à un moment donné, si tu veux, lui-même se disait mais en fait j'apprends moins qu'initialement. Parce qu'ils ont aujourd'hui toute cette prise de recul nécessaire. Donc soit je vais faire autre chose, c'est-à-dire, tu vois, peut-être quand c'est comme ça, tu as des boîtes où les mecs vont ouvrir les US, ils vont... tu vois, et le truc c'est que nous on n'était pas assez mature en fait. Hein. Enfin la boîte aujourd'hui elle est late en funding et tout, mais je veux dire on ne produit pas encore beaucoup, on est loin d'aller ouvrir 10 pays. Et en fait, c'est de lui-même, tu vois, qu'il a fait. Bon, en fait, franchement, j'ai fait un super trajet. Je pense que c'est le moment de lever le doigt et de dire en vrai, autant que j'aille, tu vois, faire d'autres projets, je reste au board, je garde des parts, tu vois, on part en super bon terme avec tout le monde. J'explique la position du truc et j'aide encore, tu vois, notamment l'équipe là où ils en ont besoin et tout. Mais voilà. Et donc on en est arrivé à cette conclusion-là, c'est lui qui a poussé le truc, et du coup c'est assez extraordinaire parce que genre ça s'est fait mais parfaitement, on est super potes, il est en train de voyager en Amérique du Sud en ce moment, oui, il se dit bien. C'est trop bien. Et il est au board, donc tout va bien. Et en fait voilà, je pense que pareil, c'est vraiment une grosse preuve de la culture d'Agricool, je pense, parce que ça a survécu à très peu de boîtes ça. Et nous, mais ça s'est fait, je pense qu'on est même plus potes aujourd'hui qu'à quand on était enfin, tu vois, on est resté vraiment proches. Et je pense que c'est surtout parce qu'on a cette prise de recul permanente hyper franche de... tu sais, je trouve que moi, je sais pas, là j'apprends moins, j'apprends plus. Enfin, tu vois, ce côté Excelsior, quoi. Incapable de rester, enfin, tu vois, Gonzague, incapable de rester dans un poste si il apprend moins qu'au début et que tu peux pas trouver un moyen. Tu vois, tu peux te retourner 6 mois et essayer de trouver un truc qui fasse que ça va bien, mais au bout d'un moment, il va pas rester derrière son ordi à essayer de donner des conseils s'il apporte moins de valeur dans 6 mois, tu vois. Et donc, il voulait pas se trouver dans cette situation-là. Il apprenait énormément de choses encore aux équipes et il disait, franchement, tu vois le truc arriver comme moi. Enfin, en gros. Et tu le voyais aussi ? Ouais, je pense que quand il me l'a dit, tu vois, progressivement, tu vois, moi j'ai creusé un peu et c'est vrai que tu disais, bah ouais, en fait, on a des équipes extraordinaires, donc c'est sûr que sur ce sujet, ils vont continuellement prendre du recul et la prise de recul de l'expert initial, junior, à qui tu as besoin d'aider en termes de vision, etc., c'est de moins en moins le cas. Tu avais des équipes où les mecs, ils commençaient à avoir 20 personnes en dessous d'eux. Donc tu vois, ils commençaient à sérieusement prendre du recul, quoi. Ouais. Donc voilà, non mais ça s'est super bien passé et voilà. Et après pourquoi du coup lui ou pas, c'est vrai que je me suis déjà posé cette question, mais je pense que c'est vraiment lié à ce côté j'ai pris initialement le poste de CEO. Ouais. Si j'avais pris le poste de CTO, je sais pas ce qui se serait passé. Après je pense que lui de lui-même aujourd'hui te dirait que c'était pas du tout son kiff de faire ce que j'ai fait entre deux, tu vois, kiff, compétence, tout quoi, mais c'est-à-dire que c'était pas interchangeable les postes. Tu vois, moi, j'aurais jamais été capable de construire le conteneur ou de gérer la tech au début. Et lui, je pense qu'aurait pas pu, tu vois, gérer ce côté justement levée de fonds successive. Ouais, des relations investisseurs. Tu vois, c'est un truc qui le saoule. Tu vois, tous ces trucs-là, passer, enfin,
je sais pas si ça le saoule, mais en tout cas, c'était pas un plaisir pour lui d'aller, tu vois, construire ça. Il préférait aller, tu vois, mettre les mains dedans et construire le produit, quoi. Ouais, je vois. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? Ça sentait un peu la question piège dans tes yeux quand tu prononçais. J'adore cette question. Tu parles de pour moi, du coup, Ouais. dans Agricool? Ouais. Ouais, moi je pense que c'est vraiment prouver l'impossible à chaque fois, à chaque étape, quoi. Parce qu'en gros, c'est ce truc de c'était pas bon, il n'y a pas de rendement, ça grossira pas assez vite, ce sera pas profitable. En fait, il y a trop de barrières. Donc en gros, c'est killer toutes les barrières qu'on nous met, tu vois, devant à chaque fois par les certitudes des gens, quoi. Trop bien. Merci beaucoup, Guillaume. Bah, merci à toi.